Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumpo. Bonsoir chers auditeurs et bienvenue dans ce journal du 25 août 2023 dont voici les principaux titres. Le gouvernement tanzanien reconnaît que la sécurité des réfugiés burundais est menacée sur son sol. Les détails à suivre tout à l'heure. Et des persécutions commises par des Imbonerakure à Mugamba. À suivre les dénonciations de la population au cours du journal. Nous allons également parler du nouveau plan de modernisation de la ville de Bujumbura. Le ministre des Infrastructures s'est adressé à la presse ce jeudi. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. La pas du gain, telle est la raison derrière les magouilles orchestrées par le vice-président du conseil d'administration de l'hôpital Kira Swiss Clinic en vue de s'accaparer la place de président du dit conseil. Des appétits gloutons qui ont pris de l'ampleur avec l'arrivée d'un don allemand que ce dernier voulait détourner sans laisser de traces. Plus de détails avec Onésime Dushima-Gizé. Le malaise qui était latent depuis un certain temps a éclaté avec le début du mois d'avril 2022. À cette époque, une réunion du conseil d'administration qui devrait finaliser le rapport a présenté lors d'une réunion en assemblée fut boycottée et empêchée par un groupe d'actionnaires parapublics dirigé par Charles Ndagijimana, alors vice-président du même conseil d'administration. La raison avancée était qu'il ne pouvait plus siéger aux côtés du docteur Christophe Sahabo, alors directeur général de l'hôpital Kira Swiss Clinic, à qui il reprochait une mauvaise gestion et des pratiques frauduleuses. Mais en réalité, selon certains actionnaires privés qui se sont confiés à la RPA, cela n'était qu'un prétexte pour les vincer après qu'ils se soient opposés à ce que cet actionnaire majoritaire du gouvernement retire de l'argent injustifié pour ses propres intérêts. Et révèle toujours nos sources. Pour ne pas constituer un frais au bon déroulement de cet hôpital, le docteur Christophe Sahabo a présenté sa démission. Ce qui n'a pas pourtant empêché le même Charles Ndagijimana à continuer à semer le désordre, allant même jusqu'à renverser les organes dirigeants du dit conseil d'administration, qui ne lui facilitaient pas la tâche dans ses magouilles. Pourtant, le code des sociétés est clair en ce qui est de l'organisation de la transition en cas de vacances d'un ou des administrateurs. En effet, l'article 355 stipule que, je cite, en cas de vacances par décès ou par démission d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire jusqu'à la prochaine assemblée ordinaire qui soit ratifiera là où les nominations décidées par le conseil d'administration, soit mandatera de nouveaux administrateurs sans que pour autant les délibérations auxquelles ont participé les administrateurs soient entachées de nullité. Fin de stage. Mais Charles Ndagijimana a passé outre cette disposition en s'autoproclamant président d'office et en nommant par la même occasion un nouveau directeur général à l'intérim de l'hôpital Kira Swiss Clinic en la personne du docteur Sylvain Pierre Nzeyimana, lequel était son bras droit depuis. C'est ce dernier qui lui a permis de mettre la main sur une somme de plus d'$1 million américains, de dons octroyés à cet hôpital par l'Allemagne. C'est ce détournement qui a d'ailleurs poussé l'Allemagne à se suspendre la dernière tranche de sa donation, vu que jusqu'aujourd'hui, l'actuelle équipe dirigeante n'a pas pu fournir de pièces justificatives de quoi à tout ce montant servi. C'est ainsi qu'ils ont alors remplacé les membres siégeants dans les assemblées générales, violant encore une fois une des dispositions de la loi qui veut que le relais soit transmis par l'ancienne équipe. Ici, c'est sans oublier que le même président autoproclamé s'est arrogé le droit d'engager les actions des gens à leur absence et sans les consulter au préalable, ce qui est également contraire à la loi en matière car c'est les juridictions en soi habilitent. Le but de toute cette gymnastique était d'effacer complètement toutes les traces des actionnaires privés afin de couvrir le coût des détournements d'$1 million de la coopération allemande. Mais selon l'analyse des experts en économie contactés par la RPA, cela pourra lui coûter cher car il ne lui sera pas aisé de faire correspondre le bilan au rapport des auditeurs. Pour le moment, la question qui se pose de plus d'un est de savoir pourquoi Charles Ndagijimana n'a jamais été poursuivi par la justice burundaise pour falsification
faux et usage de faux ou abus de confiance, alors qu'il a présenté des documents prouvant que l'État burundais est désormais actionnaire majoritaire dans l'hôpital Kira-Suisse Clinique, au moment où il existe des rapports qui portent sa signature, lesquels rapports prouvent que les actionnaires privés détiennent plus de 60% de l'actionnariat. Je vous le disais en titre, certains habitants de la commune Mugamba en province Bururi dénoncent les persécutions commises par des Imbonerakure. Selon ces citoyens, ces membres du parti au pouvoir arrêtent des gens dans le but de leur soutirer de l'argent. Le point avec Emmanuel Niungeko. Les Imbonerakure de différentes collines de la commune Mugamba, en province de Bururi, semblent avoir remplacé les corps de défense et de sécurité selon la population. Hormis les patrouilles opérées pendant la nuit, les habitants de cette commune indiquent que ces militants du parti au pouvoir au sein des DFDD arrêtent qui ils veulent et au moment voulu dans le but de leur soutirer de l'argent. Ce témoin indique que ces Imbonerakure sont en étroite collaboration avec la police. C'est une grande consternation à voir les persécutions commises par les Imbonerakure à notre égard ici en commune Mugamba. Ils se comportent comme des militaires ou comme des policiers. Ils patrouillent la nuit et malheur à celui qui les croise en chemin. Autre chose, ce sont eux qui arrêtent des gens en cas d'éventuel manquement. Ce sont eux qui enquêtent sur des infractions commises et amènent le présumé auteur de la faute. Mais ce qui est attristant, c'est que souvent il y a des montages. Et une fois arrêtés et conduits au cachot de la police à Mugamba, on te taxe d'abord de l'argent pour payer les Imbonerakure qui t'ont arrêté. Les habitants de la commune Mugamba font savoir que dans certaines localités, les groupes de miliciens Imbonerakure tabassent les membres des partis de l'opposition. Et ces derniers préfèrent garder le silence de peur d'être tués. Ils ajoutent également que l'administrateur ne fait rien face à de telles situations, même si des fois il est sollicité. L'exemple récent est celui d'une femme arrêtée par ces Imbonerakure jeudi de la semaine dernière sur la colline Choma de la commune Mugamba. Elle a été soupçonnée d'avoir pris un téléphone qui ne lui appartenait pas. Ils l'ont ensuite conduite au cachot de la commune Mugamba. On arrive au point même d'avoir peur de dénoncer cela. Nous nous demandons à qui nous confier au moment où l'administrateur est complice. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Veniste Nahambaye, administrateur de la commune de Mugamba, mais sans succès. Nous l'avons également évoqué en titre. Le gouvernement tanzanien reconnaît que la sécurité des réfugiés burundais est menacée sur son sol. Soudi Mwakibasi, responsable chargé des questions des réfugiés au sein du ministère de l'Intérieur en Tanzanie, a avoué que les réfugiés burundais sont portés disparus et parfois persécutés par la police tanzanienne. Il a tenu ses propos ce jeudi lors de sa visite au camp des réfugiés de Nyarugusu. C'était une visite pour sensibiliser ces réfugiés au rapatriement. Les détails avec Eric Nionzima. Lors de sa visite au camp des réfugiés de Nyarugusu pour sensibiliser ces réfugiés au rapatriement, Soudi Mwakibasi, le responsable chargé des questions des réfugiés au sein du ministère de l'Intérieur en Tanzanie, a admis que les réfugiés burundais sont portés disparus et parfois persécutés par la police tanzanienne. Cette autorité a indiqué que cette question est connue au sein du gouvernement et qu'il va trouver une solution durable. Il y a des réfugiés burundais qui sont portés disparus. Sache que le gouvernement est au courant de ça et il est en train de travailler là-dessus pour apporter des solutions rassurantes. Il y a une autre question concernant les policiers qui arrêtent les réfugiés et les soutirent de l'argent pour les libérer. Ça aussi est déjà connu, mais je la laisse au gouverneur pour y travailler dessus. Je voudrais avouer que l'insécurité causée par le banditisme se manifeste davantage dans les camps des réfugiés d'Onduta et Nyarugusu. Le gouverneur de la province de Kigoma, associé au camp de Nyarugusu, a indiqué que le gouvernement tanzanien va tout faire pour assurer la sécurité des réfugiés et de respecter les droits des réfugiés. Après tous ces dires, je voudrais vous rassurer, vous les réfugiés burundais, que le gouvernement tanzanien va s'occuper de tous ces défis que vous faites face. Il y a la question de l'insécurité,
En ce qui concerne le bien-être de vos familles, la santé, l'éducation, l'eau potable, ainsi de suite. Cela est ainsi au moment où récemment un réfugié burundais a été tué par déjà non encore connus et des réfugiés enlevés et portés disparus. Dans un instant, nous parlons gouvernance. Le ministre des Infrastructures, Dieudonné Dukundane, a rappelé ce jeudi le plan du gouvernement de moderniser la ville de Bujumbura. Des propriétaires des parcelles de la ville, en premier lieu en commune Mukaza, devront moderniser leurs maisons et construire des maisons en étage. Suivez plutôt le ministre Dieudonné Dukundane. Nous devons être une économie émergente dans les 15-16 prochaines années. Dans le secteur de construction, nous devons tout faire pour avoir une situation de base. Vous avez vu que par endroit, il y a beaucoup de parcelles qui ont été attribuées il y a une vingtaine d'années, qui n'ont jamais été mises en valeur. Paradoxalement, quand nous voyageons à gauche à droite, nous vantons les belles images que nous observons à l'étranger. Ce n'est pas à dire que nous ne pouvons pas y arriver nous-mêmes. C'est juste une question de planification et de prise de conscience, mais également de prise de décision. Parce qu'en matière de développement, chaque pays établit son cap et aligne ses troupes pour justement arriver à cet objectif. Alors, en termes de construction, et surtout dans les milieux urbains, ici particulièrement dans la commune de Mukaza, le code de l'urbanisme précise dans son article 98 que les services de l'urbanisme établissent un règlement d'occupation. Donc, la façon dont les gens doivent construire dans un coin ou dans un autre. Effectivement, le service de l'urbanisme avait établi que pour des parcelles inférieures à 10 ans, les constructions doivent être à 3 niveaux. Donc, rez-de-chaussée plus 2. Tandis que les constructions dans des parcelles qui dépassent 10 ans doivent être au minimum de 5 niveaux. Quand je dis au minimum, ça veut dire que vous pouvez aller à 10 ou à 20, mais vous ne pouvez pas aller en 10. Alors, même si vous regardez derrière moi, vous remarquez qu'il y a beaucoup de parcelles qui n'ont pas encore répondu à ces exigences légales. Alors, puisque nous devons être une économie émergente et puisque nous ne sommes pas une exception, nous avons lancé justement cet appel pour que ceux qui ont des parcelles nous fassent parvenir leur programme et de se conformer à ces exigences dans les 15-16 prochaines années. Et ici, je voudrais lever tout malentendu. Ça ne veut pas dire qu'au mois d'août, les gens doivent avoir établi des plans de construction. Non. Nous avons une vision devant nous, mais également nous avons des outils légaux qui nous poussent à nous y conformer. Alors, qu'adviendra-t-il à ceux ou à celles qui ne seront pas capables ou qui ne voudront pas tout simplement suivre? Parce que bon, il n'y a rien à voir. Ce dispositif légal justement de 2016, le code de l'urbanisme le précise en son article 69. Donc l'article 69 dit que si vous ne voulez pas ou si vous ne pouvez pas, donc vous pouvez être indemnisé ou exproprié pour que ceux qui le peuvent, ceux qui le veulent, puissent justement rentrer dans cette vision de l'État. L'association Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par SEM s'inscrit en faux contre ce projet. Pour Faustin Ndikumana, ce projet est irréalisable puisque le gouvernement n'a même pas de plan directeur. Je vous propose de suivre Faustin Ndikumana, il est président de la PARSEM. Nous nous inscrivons en faux parce que la vision 2040 qui est encore en phase de l'élaboration, même le document final n'est pas encore finalisé, on comprend mal. Avant qu'il y ait des planifications sectorielles bien cohérentes des ministères pour la mise en application de cette vision, avant que cette histoire établie soit conçue, un ministère de Trésor dit qu'il a déjà un plan pour 2040. Pareil, il y a des plans de la ville de Bujumbura pour 2045 qui seraient mis dans le tiroir. Pourquoi il y a toujours des improvisations? Ça, c'est un problème. Il faut que ça se fasse. Pareil, les priorités actuelles par la ville de Bujumbura, il y a l'eau, l'électricité, les routes. Il faut un plan maquette qui montre comment sera l'état d'un milieu urbain en 2040, bien conçu. Il y a même des espaces verts, il y a même des espaces non construits. L'ancien marché central, vous voyez l'état dans lequel il se trouve, l'ancien place de la FFB, plein d'espaces qui sont libres, qui ne sont pas posés. Même le gouvernement n'a pas encore rénové, par exemple, certains bâtiments comme l'ancien bâtiment qui abritait les bureaux du ministère de l'Intérieur. J'imagine que quelque part, il faut faire preuve de retenue. Le Burundi, pareil, la ville de Bujumbura, c'est encore une petite ville, si on compare en dimension avec les autres villes de la sous-région. Il faut plutôt penser à construire même un centre-ville 2, Bujumbura 2.
vos quartiers, management de centre-ville beaucoup plus élaboré. Et il y a toujours façon la latitude de faire cohabiter certaines anciennes constructions quand elles sont en matériaux durables avec de nouvelles. Il ne faut pas tout chambater, tout casser. Même en Europe, on voit des constructions qui datent du 15e, 14e siècle. On garde le style historique, même culturel. On sait cohabiter avec des nouveaux bâtiments de style nouveau. J'imagine que par rapport aux moyens, le coût de construction, de démolition de ces maisons, la capacité d'indemnisation, dans le budget, il n'y a pas le budget d'indemnisation prévu suffisant. Le plan directeur dont on ne voit pas nulle part dans la traçabilité dans le budget actuel. J'imagine que quelque part, c'est une improvisation. Il faut bien lire ce projet. Pour rappel, le ministre Dieudonné Doukoundane avait annoncé cette mesure le 6 août dernier. Il appelait tous les propriétaires des parcelles en mairie de Bujumbura à présenter leur plan de construction pour se conformer au plan d'urbanisation de cette ville à l'horizon 2024. Parlons à présent de la pénurie du sucre dans la province Rumongue. Les habitants de cette province indiquent que l'obtention de cette denrée alimentaire est un parcours de combattant. Par conséquent, ces habitants affirment que là où cette denrée est disponible, le prix officiel est passé du simple au double. Le point avec Éloge Divin Remèche. Des habitants de différentes communes de la province de Rumongue qui se sont entretenus avec la RPA affirment que le manque du sucre semble n'avoir pas de solution. Cette situation a ainsi occasionné une hausse du prix du sucre là où il est disponible jusqu'à ce qu'un kilogramme peut être vendu à une somme comprise entre 7 000 et 9 000, témoigne cet habitant de la ville de Rumongue. Dans peu d'endroits où tu peux avoir la chance de l'obtenir, le prix ne peut pas être inférieur à 7 000, 8 000, voire même 9 000 francs. Cette pénurie du sucre se remarque même en commune de Urambi, se lamentent des habitants. Un d'entre eux s'indigne aussi que des lacunes s'observent dans la distribution une fois qu'une petite quantité est disponible. Même si quelques quantités de sucre sont disponibles, il s'observe plusieurs lacunes dans la distribution. Des pots de vin sont versés au chef culinaire et le sucre est distribué à certains commerçants qui augmentent le prix par la suite. Il y a quelques semaines, il a été annoncé qu'on pouvait obtenir 1 kilogramme dans certains endroits, mais c'était à 6 000 francs. L'autre commune où la RPA a pu s'enquérir de la situation, c'est à Uyengero. Cet habitant de la dite commune s'indigne que la majoration du prix du sucre par le gouvernement n'a rien donné alors qu'ils espéraient des changements. Que ce soit chez les grossistes ou les détaillants, on ne voit plus de sucre. Ça fait plusieurs jours qu'on ne parle même plus de sa disponibilité. Ce qui nous attriste, c'est que le gouvernement a procédé à la hausse de son prix. Mais je pense que cette hausse devrait permettre que le sucre soit au moins disponible. En général, tous ces habitants demandent au gouvernement de trouver une solution pérenne à cette problématique. À titre de rappel, la hausse du prix du sucre avait été décidée par la Sosumo il y a presque un mois et le prix était passé de 2500 à 3300 francs burundais. Quittons Rumongue pour nous rendre à Ngozi où les commerçants de cette province s'insurgent contre la décision du ministre de l'Intérieur leur interdisant d'acheter et de vendre les marchandises dans d'autres provinces. Selon ces commerçants, c'est incompréhensible qu'il soit interdit d'exercer leur métier alors que ce n'est pas le cas pour d'autres provinces. Le point avec Elvis Nyomongere. Les denrées alimentaires comme le haricot, le riz, le maïs sont les principales marchandises dont les commerçants de la province Ngozi n'ont pas le droit de vendre ailleurs dans d'autres provinces. C'est ressorti parmi ces commerçants. Ils sont accusés de faire des stocks de ces denrées dans d'autres provinces pour leurs propres intérêts. Ces commerçants considèrent que c'est une injustice car selon eux, ce n'est pas tout le monde qui le fait, mais plutôt une poignée de commerçants. En plus, selon les mêmes commerçants, la mesure n'est pas appliquée au même niveau que dans la province Ngozi. Le principal problème que nous avons ici, nous les commerçants de Ngozi, c'est que nous n'avons pas le droit de vendre les denrées alimentaires dont le haricot, le maïs et le riz dans d'autres provinces. Ils nous ont dit qu'ils ont constaté que nous sommes comme des commissionnaires qui ne font que faire des stocks de ces marchandises dans d'autres provinces comme Bujumbura et ailleurs. Ainsi, ils nous ont suspendus. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi nous sommes punis en masse. Pourquoi les autorités ne peuvent pas cibler les commerçants qui font cette pratique en fait de
le punir individuellement. Pourquoi ce commerce est autorisé dans d'autres provinces, même si là aussi, ils doivent chaque fois demander l'autorisation. Ce n'est pas vraiment facile. Les conséquences liées à cette mesure du ministère de l'Intérieur commencent à se peser sur la vie de ces commerçants. À part qu'il est difficile de payer les loyers, ils disent qu'ils ne savent plus comment ils pourront envoyer les enfants à l'école. Les conséquences liées à cette mesure sont multiples. Par exemple, nous vivons dans le centre-ville. C'est difficile de payer nos loyers. Les stands dans les marchés aussi nous coûtent beaucoup d'argent. À cela s'ajoutent les frais scolaires, sans oublier la nourriture pour nos familles. Vous comprenez que c'est un sérieux problème, surtout que la vie devient de plus en plus chère. Donc, cette mesure est venue pour nous compliquer davantage la survie. En plus, nous payons toutes sortes d'impôts, y compris ceux de l'Office burundais des recettes OBR. Actuellement, nous ne savons pas comment nous allons payer tout cela. Nous demandons que l'administration nous facilite la tâche dans notre travail. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le ministre de l'Intérieur. La commune Marangara, nous sommes dans la province Ngozi, fait partie des communes qui souffrent du manque de stations-service. Pour trouver le carburant, les habitants de Marangara doivent parcourir une longue distance, une situation qui fait que le déplacement est toujours cher dans cette commune. Danny Claire, il la trouve. Certains des habitants de la commune Marangara qui se déplacent à moto ou en véhicule pour différentes courses se plaignent des prix exorbitants que leur coûtent ces déplacements. Selon ces habitants, cela est dû au manque de stations-service à proximité. Comme les propriétaires de ces moyens qu'ils utilisent pour se déplacer sont obligés de faire de longues distances à la recherche du carburant, ils doivent aller tout faire pour gagner de quoi faire vivre leur famille. Il n'y a aucune station-service en commune Marangara. C'est même l'une des causes de l'élévation des prix de déplacement. Oui, et c'est compréhensible que les prix montent, par exemple pour les déplacements à moto. Une distance qui coûtait normalement 5 000 francs est payée aujourd'hui une somme comprise entre 10 000 et 12 000 francs burundais. Pour une distance de 3 000 francs, on paie 5 000 ou plus. Comme pour les propriétaires des motos, ils indiquent qu'il n'est pas rare qu'ils fassent des kilomètres à la recherche du carburant, mais pour finalement rentrer bredouille. La station-service la plus proche pour les conducteurs de taxi-moto se trouve à Masanganzira. La consommation pour l'aller et retour est de plus d'1,5 litre d'essence. Donc c'est une grande perte s'il fait tout ce trajet pour rentrer bredouille. Dans ce cas donc, il est obligé d'en acheter au marché noir et là, 1,5 litre coûte 18 000. Les habitants de cette commune demandent à l'administration de chercher des hommes d'affaires qui puissent investir dans ce secteur dans leur commune. Lors de la dernière séance des questions orales au Sénat, en date du 16 août dernier, le ministre de l'Intérieur a appelé les administrateurs communaux à faciliter la tâche à la population qui a besoin de déplacer le carburant dans des bidons pour des travaux de développement. Passé outre cette mesure, le ministre Martin Niteretse le considère comme une rébellion. Je vous propose de l'écouter. Les propriétaires des moulins, ceux qui ont des motopompes, des structures de santé, bref, tous ceux dont les activités nécessitent du carburant qui doit être transporté dans des bidons, que les administrateurs établissent leur liste et organisent comment ils peuvent obtenir du carburant. Qu'ils établissent donc des listes à fournir au gouverneur des provinces et qu'ils livrent à leur tour des autorisations spéciales, c'est ce que l'on a dit. Ici, alors, il y a un administrateur qui est allé jusqu'à suspendre les activités d'un moulin pour qu'on lui dise d'où est venu le carburant qu'il utilise. Cet administrateur-là est fatigué. Il est temps qu'il soit relevé. Parce que quand je donne un message au gouverneur, je leur demande de le transmettre aux administrateurs communaux pour qu'ils ne prétextent pas qu'ils n'en sont pas au courant. Mais aussi, honorable, je transmets le même message à la police puisqu'on doit travailler en synergie. Donc, au niveau de la police, je transmets le message à l'inspecteur général de la police qui, à son tour, doit le transmettre aux commissaires provinciaux et qui doivent eux aussi le transmettre aux commissaires communaux. Alors, si aujourd'hui, j'entends qu'il y a des gens qui ont des moulins et que les activités ont été suspendues ou des gens pour qui les motos ont été saisies, donc cet administratif a perdu l'esprit de paternité. Ce genre d'administrateur aurait alors un autre roi pour qui ils sont en train de servir
Je crois que la population nous a entendus. Quel est le signal de tel cas d'administrateur qui sera tenté de passer outre? On serait tenté de trahir la population si on ne l'encourage pas à travailler pour le développement, alors que c'est ce qu'on attend d'elle. twoba turiko duhemukira bene gihugu mu gihe tutabahaye inguvu zo gukora kugira bagwize umwimbu kandi ivyo tubahamagarira misi yose. Le ministre Martin Niteretse est revenu également sur ce dossier dans sa réunion avec les gouverneurs de province et les administrateurs communaux. C'était ce jeudi. Le ministre Martin Niteretse appelle les administratifs à aider la population dans leurs activités de développement. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 25 août 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.